remercier Mouna Salah qui a tenu quand même à ce qu'on soit présent. Et j'ai failli rater cette occasion, qui est une aubaine pour nous. Une aubaine parce que elle nous a permis particulièrement de nous adresser à un public singulièrement jeune. Et c'est une occasion qui ne se répète pas souvent. Parce que chaque fois que nous organisons des conférences ou que nous avons à nous adresser à un public, c'est toujours un public adulte. Donc un public averti, un public sachant pertinemment les différentes problématiques auxquelles est confrontée notre île. Aujourd'hui, donc, au vu évidemment des visages que j'ai vus tout à l'heure, je peux évidemment considérer que l'édition TEDx Djerba est une aubaine pour nous, parce qu'il y a un message que je voudrais adresser au nom de tous ceux qui veillent à la sauvegarde du patrimoine insulaire. Et une aubaine parce que nous sommes nous constituons voilà, un noyau qui est à pied d'œuvre pour constituer le dossier technique et scientifique qui devrait être présenté au comité du patrimoine mondial, parce que je tiens évidemment à informer le public présent que l'île de Djerba a été proposée par le ministère de la Culture, par M. Azdi Bachouch particulièrement, et je tiens au nom de tous les Djerbiens de lui rendre hommage pour cette décision courageuse qui a toujours fait défaut. Parce que lorsqu'en 1994, l'association pour la sauvegarde de l'île de Djerba, qui était régie par un autre comité, mais toujours par des personnalités, par des personnes très donc jalouses du patrimoine insulaire, en dépit de tous les efforts qui ont été faits à l'époque, en dépit de la présence d'une délégation, forte délégation d'experts de l'UNESCO, le dossier d'inscription de l'île de Djerba n'a pas abouti, tout simplement parce que l'autorité et la volonté politique à l'époque a fait défaut. Aujourd'hui, en février 2012, le ministre de la Culture, l'ex-ministre de la Culture, Azdi Bachouch, qui est également un des fondateurs de notre association, a proposé avec 9 autres biens culturels et naturels au comité national, au comité du patrimoine mondial, pour qu'elles soient inscrites sur la liste indicative. Sans quoi un bien culturel ne peut jamais prétendre ou ne peut jamais aspirer à être reconnu comme étant une valeur universelle exceptionnelle, digne d'être ou de faire partie de la liste du patrimoine mondial. Donc aujourd'hui, notre île, l'île de Djerba, fait partie de cette liste indicative, c'est-à-dire une liste préliminaire, une première liste, voilà, qui c'est une reconnaissance de l'État tunisien. C'est une reconnaissance de l'État tunisien à ce que cette île de Djerba soit finalement reconnue comme une valeur universelle exceptionnelle. C'est-à-dire que le patrimoine de l'île est digne d'être reconnu comme tel. Alors, pour ces deux raisons, donc, je tiens à remercier tous ceux qui ont veillé à ce que TEDx soit organisé à Djerba. Et c'est vraiment une aubaine. Bon, juste donc, si Alice Alida tout à l'heure a lancé un cri d'alarme, et je ne peux que appuyer et vous soutenir dans ce cri d'alarme. Mais sachez, Sali, que nous qui vivons dans cette île, ce cri d'alarme, nous le lançons au quotidien. Cette triste réalité, nous la vivons au quotidien. Et surtout après la Révolution. Depuis le 14 janvier, c'est-à-dire la frénésie, ou cette tendance à la nuisance au patrimoine a pris une telle ampleur dans ce contexte d'impunité, dans ce contexte de relations sécuritaires, a pris de l'ampleur que nous ne pouvons qu'assister. Les mêmes baissés, voilà, comment on dit, impuissants, vraiment impuissants. Avant la Révolution, il y avait quand même un certain contrôle de cette tendance à la nuisance, qui est toujours en nous, malheureusement. Toujours en nous. Et je salue
et je remercie Madame Isabelle Planchon, que je n'ai pas eu l'honneur de vous connaître avant, parce que c'est grâce à ce regard étranger, ce regard neuf, qui a finalement donné de la valeur à nos spécificités architecturales, dont nous-mêmes ne tenons pas compte. Et c'est grâce à ces initiatives ponctuelles que le rouge a finalement commencé à prendre de la valeur. Et maintenant, on est évidemment dans une ambiance de spéculation foncière qu'il faut contrôler un jour ou l'autre. L'île de Djerba, comme la Tunisie, comme le nord de l'Afrique, du Maroc à la Libye, à l'Égypte, nous disposons d'un patrimoine légué par nos ancêtres aussi bien proches que lointains. Mais c'est un patrimoine qui n'est pas capitalisé à sa juste valeur. Et je me permets évidemment de vous informer que sur la liste du patrimoine mondial, rien qu'à la France, rien qu'en France, je crois que le nombre de sites, de biens culturels et paysagers qui sont inscrits, ou qui ont été inscrits sur la liste du patrimoine dépasse tous les biens et les sites naturels qui ont été inscrits dans le monde arabe. D'ailleurs, le premier pays, je crois que c'est le Maroc, qui dispose de 9 biens. La Tunisie, 8. Alors, quand on sait que nous faisons partie de cette aire géographique, de cet espace méditerranéen, cette mer nourricière, cette mer qui a enfanté les plus grandes civilisations de l'humanité, à commencer par la civilisation grecque, romaine, égyptienne, grecque, romaine, et je passe. Donc nous disposons de joyaux vraiment patrimoniaux, archéologiques, en Libye, en Tunisie, ailleurs. Et malheureusement, nous ne disposons, la Tunisie ne dispose que de 8. Et avec les 10 qui ont été proposés sur la liste du patrimoine mondial, sur la liste indicative, pardon, nous espérons que ce potentiel soit renforcé. Et il ne revient qu'à nous maintenant, et je reviens à notre île, il ne revient qu'à nous de faire avancer les choses, de faire de telle sorte que cette île, finalement, soit reconnue comme disposant d'assez d'attributs à valeur universelle exceptionnelle. Et il ne revient qu'à nous. Nous avons commencé à travailler depuis peu de temps. Nous nous sommes fixés le 1er février 2015 comme une date butoir. Nous nous sommes fixés nous-mêmes. Parce que c'est le 1er février de chaque année que le comité du patrimoine mondial accueille les dossiers d'inscription. Bien sûr, il revient à l'État tunisien, à l'Institut national du patrimoine, d'instruire le dossier technique et scientifique. Mais si nous allons compter sur l'INP et sur le ministère de la Culture, eh bien, nous allons attendre trop longtemps encore. Parce que l'Institut national du patrimoine n'a pas que l'île Djerba à classer. Il a d'autres sites. Il a d'autres biens qui n'ont pas de tuteur. Djerba, au moins, a des tuteurs. A une société civile suffisamment agissante. Et je dis bien suffisamment agissante. Qui nous demande, qui tend sa main vers toutes les forces vives de l'île, vers toutes les organisations et les composants de la société civile, pour se rallier à la cause de la défense de l'île. Et mon message est adressé aux jeunes, qui sont nombreux aujourd'hui, qui sont nombreuses et nombreux aujourd'hui. Les jeunes, j'estime que les jeunes ne sont pas assez motivés, assez impliqués, assez engagés dans la défense de la cause de leur île. Et ils ne peuvent que manifester le désir de le faire, le désir vraiment d'apporter, donc, de contribuer, si modestement que ce soit. Et ils trouveront évidemment des bras ouverts pour les accueillir, pour les encadrer, pour les orienter. L'île souffre. L'île de
de Djerba souffre. Et nous connaissons l'ampleur des souffrances, l'ampleur des nuisances qui sont perpétrées au quotidien. Et je dis bien, donc, l'ampleur a doublé d'intensité après la Révolution. Alors quand on voit des gens que voyons peut-être bien faire, ou parce que disposons de suffisamment de moyens financiers, ils se permettent donc de tout faire. Combien de monuments, de mosquées séculaires, millénaires même. Il y a des mosquées qui ont 1000 ans à Djerba. Et c'est un legs ancestral, c'est un legs civilisationnel. Alors, et si Djerba est reconnu comme une destination touristique, si Djerba jouit de cette position, ce n'est pas grâce ni à ses plages, ni à son soleil. Le soleil et les plages sont partout. Mais c'est grâce justement à cette sérénité, à cette quiétude, à ces spécificités paysagères, à ces spécificités architecturales introuvables nulle part ailleurs, à ces très belles mosquées qui ont été conçues par l'homme à l'échelle, à son échelle. Il n'avait point besoin d'un minaret haut de 50 mètres, ou d'une salle donc d'une salle de prière comme elles sont maintenant faites. Il avait conçu ces lieux de culte, ces lieux de prière, en fonction de ses besoins, avec la simplicité du style, l'expressivité des formes, avec la modestie des moyens. Et quand on visite donc les différentes belles mosquées, vous savez que chaque année, l'école nationale d'ingénieurs, vous confirmez, des architectes, ils viennent donc chaque année à Djerba dans le cadre d'un voyage d'études. Ils viennent s'imprégner, s'inspirer de toutes ces richesses, de tous ces secrets enfouis dans chaque monument, dans chaque coin de ces monuments. Donc, en s'amusant à étêter ce beau minaret embryonnaire, à aménager un minaret je ne sais combien long à côté de ces beaux minarets embryonnaires, ou à construire une mosquée d'une exubérance telle qu'on lui fait perdre même sa vocation religieuse. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on manque de respect, on manque d'égard à tous ces ancêtres qui ont vraiment fait preuve d'un génie, un génie savant. Ils avaient ce que nous n'avons pas, le savoir et le savoir-faire. Ils étaient démunis comme tout, avec des moyens de bord rudimentaires. Ils ont pu exceller. Et non seulement à Djerba, je parle de partout dans le monde, de toutes les civilisations anciennes, de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique. Donc on voit donc ces chefs-d'œuvre. Ces chefs-d'œuvre reconnus comme des merveilles du monde, comme des merveilles du monde. Et quand on sait dans quel contexte ces merveilles ont été faites, eh bien on ne peut que s'agenouiller, se plier de respect, d'égard, de considération pour le génie savant, pour le savoir-faire et pour le savoir. Donc ils étaient plus évolués que nous. Nous maintenant qui sommes dotés de tout, qui avons tout, et qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de respecter, au lieu de considérer, au lieu de s'inspirer de tout ce savoir-faire, de toutes ces richesses, qu'est-ce qu'on fait? On bafoue, on détruit. Et les exemples sont vraiment nombreux. Donc si je commence à énumérer les nuisances, parce que nous les vivons, nous, en tant que membres de l'association pour la sauvegarde de l'île Djerba, à qui beaucoup donc reprochent de ne pas avoir été assez ferme, assez efficace dans son action, je tiens donc à rappeler que ce n'est qu'une association. Que ce n'est qu'une association. Et ses membres n'agissent que bénévolement. Et c'est une association qui ne dispose d'aucune autorité. On
ne nous faisons pas autorité. Et malheureusement, nous ne faisons pas autorité. Parce que si nous l'avions fait, nous aurions pu atténuer les dégâts, minimiser les dégâts. Et Djerba aurait été certainement plus belle. Mais quand même, depuis 1976 que l'association est à pied d'armes, mais depuis 1976, soyez sûrs que sans l'action de l'association pour la sauvegarde du Djerba, je croyez-moi que donc, le patrimoine bâti au moins aurait été alors pire, ou la situation dans laquelle se trouverait maintenant aurait été certainement pire. Voilà donc ce que l'homme maintenant, au lieu de puiser ces ressources actuelles, de ces particularités, de ces spécificités léguées par nos ancêtres. Et c'est ça le pont. Il faut qu'il y ait un pont entre ce legs ancestral, ce passé proche et lointain, et notre présent et puis notre futur. Effectivement, ce n'est qu'en sauvegardant le patrimoine de l'île que nous pouvons aspirer à un futur meilleur, à un monde demain meilleur. Ce n'est pas donc en arasant les dunes de sable que la nature a fait des milliers d'années pour constituer, pour qu'elle serve d'amortisseur contre l'intensité des vagues, que nous allons évidemment avoir des touristes qui vont venir nous voir, avec des touristes. Qu'est-ce qu'ils vont voir demain? Cette plage, elle était ici. Ce n'est pas donc en endommageant ces belles structures, ce n'est pas en massacrant les palmiers qui font la particularité de cette île. Donc c'est en suivant, justement, en emboîtant le pas à tous ceux qui ont eu l'intelligence, et je dis bien l'intelligence, de puiser leur force, leur ressource actuelle de ce legs, de ces jolies roches. Voilà ce que nous faisons maintenant. Donc nous travaillons sur un dossier épineux, un dossier qui demande beaucoup de patience, qui demande beaucoup de savoir-faire. Et nous nous demandons, qu'à ces jeunes, de manifester cette volonté d'aider et d'aller de l'avant, de prendre surtout la relève, et de se convaincre que l'avenir est tributaire de notre état de conscience, de notre degré de conscience, de cette richesse patrimoniale. Et donc, faut-il rompre avec le passé? Faut-il oublier le passé? À mon sens, non. Et je vais prendre, pour finir, donc, une citation de Anatole France, ce grand écrivain donc, français du XIXe siècle, qui, en glorifiant le passé, disait « Le passé émeut à l'envie, le petit enfant est l'aïeul. Le présent est ami des troubles. Le futur est caché. Il n'y a que le passé est la seule promenade et le seul lieu où nous puissions oublier nos ennuis, nos misères quotidiennes et nous-mêmes. Alors toute la splendeur, tout le charme, toute la grâce est dans le passé. À bon entendeur, salut. Merci.